Dans la vie, il y a deux possibilités, subir ou diriger sa vie. En écoutant BTLV, vous avez choisi votre camp. Ici, pas de censure, pas de pub, seulement une autre information que celle délivrée à longueur de journée par l'ensemble des médias. Bob vous dit toute la vérité, tous les soirs 21h minuit sur BTLV. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver, qui nous découvriraient. Vous nous avez découvert grâce à Tata Jeannette, à Tonton René, à un ami. Quelqu'un vous a parlé de nous et vous êtes là ce soir. Je ne peux que vous en remercier. Avant de retrouver Serge Braun, directeur scientifique de la FM Téléthon, on est à 30 jours, un peu plus de 30 jours du Téléthon. On va revenir sur ce qui a été dit ici il y a quelques jours par le professeur Henri Joyeux. Extrait. BTLV, la seule radio pour ne plus jamais dire « je ne savais pas ». Aujourd'hui, ils veulent imposer dans l'éducation nationale, parce que vous avez certainement une collusion, je ne veux pas savoir le détail, mais vous voyez, pour faire vacciner tous les gosses dès l'âge de 9 ans, garçons et filles. Alors la fille, cancer du col, et le garçon, cancer du zizi. Vous allez expliquer ça à un garçon, qu'un jour ou l'autre, il faudra lui couper la zézette parce qu'il fait un cancer. Et non, qu'est-ce que c'est ces conneries? Alors qu'on n'a aucune preuve que ce vaccin, il y en a deux, le Cervarix et le Gardasil, n'ont une véritable efficacité. Pourquoi on laisse faire? Pourquoi on laisse faire? Business. Quand j'apprends aux gens à perdre du poids, c'est pas le régime d'un type qu'on appelle, moi je l'appelle du con. Vous voyez à peu près. Bon, ce régime est hyper dangereux. Soyons clairs, il est hyper dangereux. Il vous dit de bouffer que des protéines. Pourquoi, docteur, on l'a mis quand même sur un piédestal du con? Ah ben un seul mot. Business. Récemment, j'ai un étudiant qui me dit, un interne, un type de grande qualité, il me dit, monsieur, vous savez, ça, je vais vous raconter un truc qui rejoint ce que vous dites. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, il y a un labo qui est venu nous voir, il nous a dit, voilà petit, si tu prescris bien ça, tu auras un week-end de karting. Un week-end de karting. C'est quoi un week-end de karting? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors ils sont là à s'éclater du karting, mais si tu prescris bien ça, alors tu prescris ça pendant 3 mois correctement, et dans 3 mois, il y aura un dimanche, c'est telle date karting. Alors, c'est à celui qui va en prescrire le plus. C'est quoi ça? C'est dramatique. Mais oui, c'est dramatique. Oui, mais ça existe encore aujourd'hui. Rendez-vous sur bob-toutelavérité.fr. Voilà, il se dit ici ce qui ne se dit pas ailleurs avec autant de liberté et sans aucune censure. Je le disais, nous allons évoquer la génétique au service d'une nouvelle médecine avec Serge Braun. Bonsoir Serge. Bonsoir Bob. Ravi de vous accueillir. Je le disais, directeur scientifique de l'AFM Téléthon. On a l'habitude de voir l'AFM Téléthon, c'est vrai, une fois par an. C'est dans 30 jours, 36 jours, je crois. C'est le 5 et 6 décembre, ça arrive. Avant d'évoquer tout ce qui va se passer et toute cette génétique, j'aimerais quand même qu'on fasse un petit focus sur vous parce que j'ai vu votre CV, c'est hallucinant. C'est-à-dire que des fois, je me dis que je suis pas allé à l'école quand je vois votre parcours. Pharmacien et docteur en sciences de l'Université Louis Pasteur de Strasbourg. Vous avez consacré plus de 10 ans aux travaux sur les pathologies neuromusculaires en France et aux États-Unis. Après un début de carrière consacré à la recherche universitaire, vous rejoignez le secteur privé en 1995 et vous avez intégré Transgène, une entreprise du groupe Mérieux, vous m'arrêtez si je me trompe, Transgène qui à l'époque est le leader mondial dans le domaine de la thérapie génique et de l'immunothérapie, et vous y êtes recruté pour mener un programme entièrement financé par la FM Téléthon de thérapie génique dédié à la myopathie de Duchenne. Ce projet a notamment abouti au premier essai mondial de transfert de gènes pour une myopathie. En 2001, vous prenez la tête de la recherche de transgènes, alors engagé sur des projets d'immunothérapie de cancer et de maladies infectieuses, dont un programme de vaccins HIV avec la NRS. Parallèlement, vous avez été vice-président du BioCluster Alsace, de BioValley et cofondateur de Neurofleet, une société spécialisée dans le domaine des neurosciences. Et puis en 2005, vous rejoignez donc l'AFM Téléthon pour y impulser la politique scientifique de l'association dans un seul objectif, la mise au point de thérapies innovantes pour les maladies rares. Est-ce que j'ai tout bon? Oui. Je mets 20. Voilà, je note toujours. C'est moi le professeur. 19,5. Pourquoi? Oui, je suis membre de l'Académie nationale de pharmacie. J'ai jamais eu 20 à l'école, jamais. Bon, Serge, incroyable. C'est vrai que tout ce qui est la génétique, etc., avant le Téléthon, c'était réservé, si vous voulez, en tout cas en termes de discussion dans les dîners de médecins. C'est-à-dire Et encore, c'est vrai. Oui. Et aujourd'hui, grâce au Téléthon, c'est 87, je crois, le premier Téléthon, on a commencé, nous, comme un des mortels, à entendre parler de ça. Et c'est vrai, malheureusement, parce qu'on a vu des enfants qui étaient sur des fauteuils roulants, des enfants qui voyaient leur vie être de plus en plus difficile. Pourquoi, justement, on ne parlait pas de thérapie génique? C'était quoi? C'était incroyable? C'était caché? C'était malsain? C'était quoi? Oui, il y avait tout ça. Ah oui, C'est-à-dire vraiment? qu'il y avait très peu de connaissances sur les maladies génétiques. Ouais. On ne connaissait pas les gènes responsables de ces maladies. Il fallait 10 ans pour trouver un gène.
un laboratoire universitaire ne peut pas se permettre de passer 10 ans de recherche sans publier ses résultats, et en plus sans garantie de résultats. Ouais. Donc les laboratoires universitaires ne s'intéressaient pas trop à ces maladies. Et ne parlons pas de l'industrie, parce que dans l'esprit des gens, les maladies génétiques, c'est des maladies rares. Ouais. Donc ce n'est pas un très grand marché. Donc ça n'intéressait personne. Or, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en réalité, il y a des milliers de maladies rares. Ouais. On parle de plus de 7000 maladies. C'est énorme. Ce qui est énorme. Ouais. Individuellement, elles représentent relativement peu de monde. Ouais. Il y a une définition, c'est une maladie rare, c'est moins d'une personne sur 2000. Ouais. Sauf que quand ça vous tombe sur la tête, vous avez envie qu'on s'en occupe, quoi. Et puis vous additionnez toutes ces maladies, vous arrivez à 3 millions de personnes en France. Ouais, c'est ça. Ce qui est énorme là aussi. Oui, Ah ouais. 30 millions en euros. Ouais, c'est ça. Et 30 millions, juste pour donner l'ordre de grandeur, il y a autant de personnes atteintes de maladies rares en Europe que de personnes infectées par le virus du sida dans le monde, à peu près. D'accord. Faut juste simplement donner Rien l'ordre qu'en de grandeur. Europe, autant que dans le monde. Voilà. Et donc, un vrai problème de santé publique a été négligé. Et le Téléthon est arrivé à ce moment-là. Alors évidemment, comme certaines de ces maladies, 80% sont génétiques, les maladies rares. 50% touchent les enfants. Ouais. 50% d'entre elles touchent les enfants. 50% sont mortelles. Mhm. Et parfois avant l'âge de 1 à 2 ans. Ah oui. Donc, le téton est arrivé dans ce contexte-là, et ce sont des malades et des parents de malades qui ont émergé dans la sphère publique grâce à la télévision, grâce à Antenne 2 à l'époque. Ouais. Et à ce moment-là, les gens ont pris conscience de ça. Est-ce que, je me souviens, moi qui suis fan de Jerry Lewis, c'était Jerry Lewis qui avait, aux États-Unis, a fait le premier Téléthon. Ça m'avait bouleversé, parce que moi j'étais gamin quand j'ai vu arriver, enfin gamin, je suis 87, j'étais gosse encore, adolescent je dirais. Mais on a vu cette star se mobiliser pour une maladie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a la sensation, on voit les restos du cœur, c'est encore des stars, c'est-à-dire que en fait, on a la sensation que la médecine, que dès qu'on veut faire quelque chose, finalement, il faut qu'il y ait des people ou des gens célèbres qui la mettent sur le devant de la scène, quoi. Heureusement, ça a fonctionné pour le Téléthon. C'est quand même hallucinant. C'est-à-dire qu'avant ça, il n'y avait pas d'argent pour travailler ? Non. Mais c'est incroyable. Il n'y avait pas de moyens. Et même les organisateurs du Téléthon, donc l'association, l'association française contre les myopathies, rien que les myopathies, c'est plus de 300 maladies différentes. On dit souvent la myopathe d'ailleurs. Oui, c'est au passage. Mais effectivement, il y avait très très peu de moyens. Même quand on regarde les efforts à l'échelle mondiale, il y a encore quelques années, les moyens qui sont mis dans la recherche sur les maladies rares comparativement aux maladies dites fréquentes. Je prends l'exemple du cancer, c'est 1 million de personnes, c'est les chiffres de l'Institut national du cancer, 1 million de personnes touchées par le cancer sur les 5 dernières années, diagnostiquées sur les 5 dernières années. L'Alzheimer, 900 000 personnes en France. Maladies rares, 3 millions de personnes. Vous avez 3 à 4 fois plus de monde concerné. Et les moyens mis à la recherche, incluant ceux de l'industrie pharmaceutique, des gouvernements, sont 10 fois inférieurs pour les maladies rares. Donc il y a un vrai déséquilibre. Et ce déséquilibre était encore plus patent à l'époque. Mais là, on est comme dans ce que disait le professeur Henri Joyeux avant vous, c'est business. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça ne rapportait pas. Il n'y a pas suffisamment. Finalement, il y a beaucoup de gens malades, mais avec des maladies qui sont rares, effectivement. Donc, il n'y a pas suffisamment de monde malade de cette même maladie, d'une même maladie, pour pouvoir développer. Alors, c'est là où la génétique, la thérapie génique, a une place très, très importante, parce qu'on peut soigner beaucoup, beaucoup de choses. Oui, alors là, on peut donner beaucoup d'exemples. Je vais en donner, ça c'est sûr. Mais la première étape, c'était déjà de trouver les gènes. Et le simple fait, en fait, un laboratoire, un chercheur, pour essayer d'identifier un gène, qu'est-ce qu'il fait ? Il va regarder, en particulier chez l'animal, ce qui se passe quand ce gène ne fonctionne pas. Donc, il va inactiver ce gène sélectivement, et puis il va regarder la répercussion biologique du non-fonctionnement de ce gène. Ça va renseigner sur le rôle que joue ce gène. Donc, c'est des connaissances de biologie très fondamentales. Mais ça, c'est chez l'animal. La maladie génétique, c'est un être humain avec un gène qui ne fonctionne pas. Et on voit la répercussion biologique, clinique du non-fonctionnement de ce gène. Et finalement, en identifiant le gène responsable d'une maladie génétique, on a accès à des connaissances de biologie complètement fondamentales. Les premiers gènes qui avaient été identifiés, c'était des gènes impliqués dans la division des cellules. Et ça a permis de comprendre le déclenchement de cancer. Des gènes impliqués dans... il y a des maladies familiales qui se caractérisent par un excès de cholestérol, et ça a permis de trouver
des mécanismes qui peuvent faire baisser le cholestérol, et ça a été les statines, les médicaments les plus vendus dans le monde. Hein. Et finalement, on apprend énormément des maladies rares parce qu'on a un accès direct à la biologie, à la répercussion clinique du fonctionnement ou de la mauvaise fonction de ce gène. Et je vais donner un exemple qui nous concerne directement parce qu'on a été impliqué depuis le début. Une maladie extrêmement rare qui s'appelle la progéria. La progéria se caractérise par un vieillissement accéléré. Ce sont des enfants qui meurent à l'adolescence de vieillissement. Et c'est une maladie très rare, on connaît 2 cas en France. Là, on est vraiment dans le cas de la maladie hyper rare. C'est Benjamin Button, mais dans l'autre sens, en fait, c'est ça. Exactement. Il y a 25 familles en Europe concernées. Et ce sont des enfants qui ont l'air tout à fait sains les premiers mois. Et puis, à un moment donné, leur courbe de poids s'arrête et ils vieillissent. Ils perdent leurs cheveux, leur peau se flétrit, ils font des atteintes cardiaques, des hémorragies cérébrales. Ils meurent de vieillissement vers 15 ans. On se souvient, il y avait eu quelques années, un petit garçon qui avait été un peu l'emblème de... C'était Mégane, c'était une fille. Ah, c'était une fille. C'était Mégane. Je croyais que c'était un petit garçon, tellement physiquement elle avait changé. C'était hallucinant, hein, le physique. Quoi. Et elle était intervenue d'ailleurs l'année où son gène a été découvert. C'était en 2003 par une équipe de Marseille. Et ça a été le début c'est le début d'une petite révolution. Parce qu'en fait, son gène a été trouvé et on sait aujourd'hui, c'est toujours l'équipe marseillaise qui l'a montré, qu'en réalité, ce qui se passe dans ces cellules, il y a une protéine qui est fabriquée grâce à ce gène, mais elle est sous une forme anormale et s'accumule de manière toxique dans ces cellules et elle perturbe le fonctionnement génétique de ces cellules et ça conduit au vieillissement inéluctable. Mais en étudiant très précisément les mécanismes biologiques, ils se sont aperçus qu'il existait des médicaments qu'on trouve en pharmacie. Il y en a 2. Vous pouvez les combiner. Et à ce moment-là, vous empêchez l'accumulation de cette protéine toxique et vous freinez son vieillissement. Et il y a 2 développements à cette histoire qui concernent très peu de monde. Quand vous regardez ce qui se passe dans les cellules, dans vos cellules, les vôtres, les miennes, celles d'une personne très âgée, vous apercevez que la même protéine est là et qu'elle s'accumule très progressivement au cours de la vie, pas de manière prématurée comme dans la progéria, mais c'est un peu comme les déchets dans les rues de Marseille après une grève des éboueurs. Ça s'accumule, et à un moment donné, ça devient vraiment toxique. Et un des mécanismes fondamentaux du vieillissement, c'est celui-là. Et donc, ce qui se passe dans la progéria vaut pour nous tous. On a trouvé le même phénomène de manière accélérée, cette fois-ci, chez les malades atteints de cancer et de sida, sous chimiothérapie ou sous trithérapie. Les effets secondaires de ces médicaments, on les connaît. C'est perte des cheveux, des atteintes cardiaques, de l'ostéoporose. Perte de poids, tout ça, machin, comme d'habitude. C'est un vieillissement accéléré. Aussi. Et quand on regarde dans les cellules de ces malades ce qui se passe, la même protéine toxique de la progéria est là, accumulée de manière... toxique. C'est énorme, ça veut dire que ce qu'on a trouvé pour la progéria, ce qu'on a trouvé pour la progérien, c'est-à-dire qu'on peut s'en servir pour le cancer, pour le sida. Exactement. Il y a une étude en cours actuellement à Marseille sur le sida, parce qu'en fait, ce que l'équipe marseillaise veut montrer maintenant, c'est que le traitement qu'elle a développé pour la progéria pourra être un traitement complémentaire pour les malades qui sont sous trithérapie, ce qui va leur permettre de mieux supporter le traitement, puisque ces effets secondaires vont être atténués par le traitement anti-progéria, et ce qui pourrait permettre même d'en augmenter l'efficacité de cette trithérapie, parce que puisqu'elle sera mieux tolérée, on peut utiliser des doses plus élevées, donc ça va être encore plus efficace contre le virus. C'est ça que l'équipe est en train de montrer. Alors, il y a quelque chose qui est assez incroyable, c'est-à-dire que ça vient de l'argent du Téléthon, ça veut dire que ça vous permet de travailler là-dessus. Une fois que vous avez trouvé ça, est-ce que des labos prennent vos travaux et en font des médicaments? Comment ça se passe? Quel est le processus? Parce qu'on a la sensation que s'il n'y a pas cet argent du Téléthon, il n'y a pas ces recherches. Alors ça c'est vrai, parce que pendant très longtemps, comme personne s'y intéressait, eh bien, c'est les malades qui se sont pris en main, et grâce aux dons du public, c'est une espèce de chaîne de solidarité qui s'est mise en place. Une sorte de démocratie sanitaire, si je puis dire. Et effectivement, ces recherches ont des développements qui intéressent des maladies beaucoup plus fréquentes. Encore une fois, je pourrais vraiment donner beaucoup d'exemples. Et la thérapie génique, c'en est un autre. Et on a été beaucoup décriés pour ça d'ailleurs, mais on en reparlera certainement parce que c'est en train de se développer à la vitesse grand V maintenant pour beaucoup de maladies.
Et finalement, oui, l'industrie commence à s'y intéresser parce qu'elle est en panne d'innovation, parce que la recherche coûte extrêmement cher. Elle coûte encore plus cher dans la grosse industrie pharmaceutique que dans les petites structures, beaucoup moins innovante que dans les petites structures, que ce soit des laboratoires universitaires ou des biotech. Et donc, ils vont aller plutôt s'intéresser maintenant. Ils ferment leur centre de recherche et puis ils vont regarder du côté des petites structures. Et là, ils vont retrouver de l'innovation. Et les maladies rares, c'est une source d'innovation absolument extraordinaire parce qu'on a accès à des mécanismes biologiques fondamentaux, donc à des cibles thérapeutiques. On a des développements pour des maladies très fréquentes. J'ai parlé de la progérie et le vieillissement. Je pourrais parler des maladies génétiques de la vision et de la cécité liées à l'âge. Il y a beaucoup de choses en commun et des thérapeutiques qui sont aujourd'hui se révèlent efficaces pour ces maladies génétiques de la vision qui sont en cours d'expérimentation pour des maladies fréquentes de perte de la vision, notamment liées à l'âge. Donc ça intéresse l'industrie pharmaceutique. Mais ils ne vont pas tout faire non plus. Et on a deux développements possibles. Soit effectivement intéresser l'industrie, mais ça, c'est pas gratuit. En plus, on est comptable vis-à-vis de cette générosité publique. Il faut que ce qu'on peut récolter à partir de ces innovations, on puisse le réinjecter dans la recherche. Et puis faire soi-même, parce que si l'industriel ne le fait pas, il faudra bien le faire soi-même. Bien sûr. Et donc, à Évry, à côté des locaux de l'AFM Téléthon et à côté des locaux de Généthon qui a été un précurseur dans la découverte des gènes, parce que les premières cartes du génome humain, c'est en France qu'elles sont sorties. C'est Généthon qui les a sorties en 92 grâce au fonds du Téléthon et ça a été une révolution médicale et scientifique. Côté Généthon est sorti de terre un bâtiment qui est une usine de production de produits de thérapie génique pour la communauté scientifique, pour les projets qu'on mène, mais aussi pour d'autres projets et qui commence à intéresser effectivement l'industrie parce que les procédés qui ont été développés on est parti de zéro, il fallait les inventer. Et aujourd'hui, il y a des produits qui sortent, qui sont injectés à des malades, atteints de maladies rares. Et c'est des choses qui sont réalisées par les malades et les parents de malades. Évidemment, ce n'est pas eux qui le font, c'est des scientifiques. Ils s'entourent de scientifiques, ils financent des travaux, et à partir de là, tout ça sort de terre. Mais c'est partie d'une action portée par la générosité publique. Le public, par les malades et poursuivi par les scientifiques et qui maintenant commencent à intéresser les industriels. C'est à la fois, vous savez, nous on parle beaucoup de changement de paradigme ici, sur cette radio. On a la sensation que tout est en train de muter, tout est en train d'évoluer. C'est qu'à de le dire. Oui, c'est ça. Et en fait, on a la sensation que si on nous prend pas, si on se prend pas en main nous-mêmes, mais même pour nos maladies, pour notre futur, notre vie, on peut plus espérer que finalement un État peut nous aider. On voit bien, moi je me souviens de Nicolas Sarkozy en disant il faut aller sur la recherche, il faut financer la recherche. Aujourd'hui, on a des gens ultra brillants en France qui ont du mal à avoir de l'argent dans leur labo. Et alors quand vous me dites que les laboratoires pharmaceutiques vont finalement arrêter la recherche et vont se tourner vers des petites structures. Le problème de la petite structure, c'est qu'elle a moins d'argent que la grosse structure. Alors elle est peut-être plus énergique parce qu'elle veut se développer. Mais c'est hallucinant quand même. Aujourd'hui, Serge, qu'on puisse pas avoir de l'argent pour cela, quoi. Oui. Mais je pense que il faudrait que nos énarques soient formés à la biologie parce que on est un pays d'ingénieurs, on n'est pas. Il faut arrêter l'ENA déjà. Il faudrait les mettre dans la vraie vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou alors faut leur inculquer un peu de biologie. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors c'est compliqué la biologie, mais enfin je pense qu'ils sont c'est quand même des personnes intelligentes, peuvent comprendre. Il faut leur inculquer de l'économie. Il y a plein de choses qu'il faudrait leur inculquer, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais toujours est-il qu'effectivement, ça n'a jamais été véritablement en France, alors qu'effectivement, il y a des recherches extraordinaires, il y a des prix chercheurs Nobel, fantastiques. Voilà. Oui, c'est sûr. On est un pays aussi très innovant. Bien sûr. Après, la capacité de mener plus loin ce travail, de se vendre en quelque sorte, et puis de l'industrialiser, là, on est moins bon. Ouais. Mais la recherche a besoin de moyens, et la recherche est de plus en plus chère, notamment pour développer des médicaments. J'ai coutume de dire, il faut un téléthon pour mettre au point un médicament pour une maladie rare. Alors, on parle de 7000 maladies rares, et il faut souvent plusieurs médicaments par maladie, parce qu'on ne traite pas le cancer avec un médicament, on ne traite pas les maladies cardiovasculaires avec un médicament, on ne traite pas les maladies rares avec un médicament. Et donc, il faut plusieurs médicaments, un nombre incalculable de maladies rares, et à chaque fois un téléthon pour mettre au point un médicament. Donc, on ne peut pas faire ça tout seul. Il faut le faire ensemble. Mais il faut des moyens, y compris les moyens de l'État, des moyens du privé. Il faut que tout le monde se mette autour de la table et travaille de concert, en bonne entente. Bien sûr.
petit à petit, ça va se faire. Mais ce qui est hallucinant, c'est qu'on s'aperçoit que vous travaillez sur des maladies rares et que finalement, ça déborde sur des maladies qui sont moins rares, comme le sida, comme le cancer. C'est là où on devrait comprendre. Alors, inciter. C'est vrai que les Français sont très généreux. Le Téléthon marche tous les ans, plutôt pas mal. Est-ce que ça baisse en termes d'argent, de versement, de dons ou pas? Ça s'est stabilisé malgré la crise, qui est quand même extraordinaire. Ouais. Parce que moi, je me souviens vous parliez du premier Téléthon. Je me souviens, moi, j'étais devant ma télévision. Moi aussi, ça s'est duré tout le temps, ça s'arrêtait pas. C'est la première fois que la télévision émettait 24 heures sur 24. Oui, et puis j'étais très intéressé parce que je faisais mes premières armes dans le monde de la recherche. Et il se trouve que j'avais un financement d'une petite association qui n'était pas connue du tout, qui s'appelle l'Association française contre la myopathie. D'accord. Et donc je vois qu'elle organise le Téléthon. Et donc du coup, je regarde évidemment. Et j'ai été... Et j'ai bien, pour être maintenant dans cette association depuis 10 ans, et pour avoir vécu tout ce parcours depuis le début, depuis même avant le premier Téléthon, je me souviens de la surprise de tout le monde. Mais ça allait au-delà des espérances. Il avait fallu rajouter, alors c'était des francs à l'époque, c'était allé au-delà des 100 millions de francs. Ça n'avait même pas été anticipé. Il a fallu rajouter avec un petit carton... Le 1 du sang, oui, c'est incroyable. Et donc, ça a été tout de suite, il y a une alchimie qui s'est installée entre les gens, entre le public et cette association et ce qu'elle représentait, les chercheurs, enfin, tout ce monde-là. Cette alchimie s'est créée, les manifestations sur le terrain. Aujourd'hui, c'est un tiers des communes qui participent au Téléthon. C'est 45% des chiffres du compteur, c'est ce qui se passe sur le terrain, c'est pas la télé. Et puis la télé, c'est le mélange des deux. L'un sans l'autre ne marche pas aussi bien. C'est cette alchimie qui s'est créée qui a donné ce résultat extraordinaire. Est-ce que ça permet, est-ce que les travaux menés aujourd'hui par la FM, par le Généton, par le laboratoire, permet aussi l'amélioration du diagnostic? Est-ce qu'on va aller plus rapidement vers le diagnostic? Alors, ça a été justement un élément déclencheur, 92, les premières cartes du génome, parce qu'il fallait baliser le génome humain, très compliqué. C'est l'équivalent, il fallait décrypter l'équivalent d'une bibliothèque de 200 volumes, lettre par lettre, et on n'avait pas les moyens techniques pour faire ça. Et donc, ces moyens, Généton les a mis au point, les a mis à disposition de la communauté scientifique, et à partir de là, ça a été une accélération de la découverte des gènes, et donc du diagnostic. Aujourd'hui, on peut diagnostiquer à peu près 3/4 des maladies neuromusculaires, plus de la moitié des maladies rares, mais aussi d'autres maladies parce que les gènes sont impliqués dans beaucoup de maladies, même des maladies non génétiques. Chacun est différent, ça s'appuie sur notre génome. Et donc, les technologies ont évolué. Aujourd'hui, on est capable de séquencer le génome humain dans la journée, pratiquement. Ah, carrément? Pour moins de $1000. Donc, on est parti de $2 milliards dans les années 2000 à $1000. À $1000. Et donc, évidemment, ça va donner un accès beaucoup plus rapide au diagnostic. J'ai un exemple, comme on a le temps, ce qui est formidable. Ah oui, allez-y. C'est un travail qui a été réalisé par Judith Melki, qui est une généticienne qu'on connaît très bien parce qu'elle avait trouvé un des gènes responsables d'une maladie phare pour nous, la myotrophie spinale infantile, c'est une maladie génétique de la moelle épinière. Et elle utilise les techniques de séquençage à très haut débit maintenant pour diagnostiquer plus rapidement des maladies rares, en l'occurrence, de la moelle épinière. Et il y avait une famille avec 2 enfants touchés qui présentaient cette anomalie et qui les mettait en danger parce que leur espérance de vie, c'était quelques mois. Elle a trouvé le gène responsable de cette maladie et qui était connu. Et parfois, ces recherches peuvent aller très vite. Il faut parfois 15-20 ans pour mettre au point un médicament. Là, le simple fait de diagnostiquer la maladie a permis de trouver le gène, a permis d'imaginer un traitement. Très simple. Le gène, et son rôle, c'est de fabriquer un transporteur de vitamines, de la vitamine B. Et en identifiant le gène, elle a pu tout de suite imaginer que comme la vitamine B ne rentre pas assez bien dans les cellules, si on donne plus de vitamine B, une quantité plus importante, on peut peut-être sauver ces enfants. Et elle était revenue devant notre conseil scientifique quelques temps après pour dire voilà, j'ai trouvé le gène, maintenant on leur donne des concentrations élevées de vitamine B, j'ai sauvé les 2 enfants.
C'est plein d'espoir. C'est-à-dire que ça, quand vous voyez ça, vous dites que vous ne travaillez pas pour rien. Vous êtes, j'imagine, très heureux à chaque fois qu'un chercheur avance et vient vous voir. Et comme vous le disiez, devant vous en conseil, là, j'imagine que déjà, elle doit avoir les pépettes, en disant voilà, j'ai trouvé un truc, il faut que je vous en parle. Mais ce qu'il y a, est-ce que, en fait, avec cette amélioration du diagnostic, est-ce que la prise en charge médicale, elle est beaucoup plus rapide, plus importante, et elle apporte du confort finalement aux malades? Alors, c'est extrêmement important parce que pour certaines maladies, il faut intervenir très tôt, avant que les signes deviennent irréversibles. C'est vrai notamment pour les maladies neurologiques, par exemple. Si vous avez perdu les neurones, c'est fini. Vous ne pouvez pas les remplacer. Encore que maintenant, avec les travaux sur les cellules souches, on commence à penser un petit peu différemment. Mais c'est vrai que, et en plus, on en trouve des cellules souches, y compris dans le cerveau. Mais toujours est-il que lorsque la maladie est très installée dans ce type de pathologie, c'est presque trop tard. Donc, le diagnostic le plus tôt possible est crucial et l'intervention thérapeutique à ce moment-là, le plus tôt possible est cruciale. Oui. Et c'est pas seulement du confort, c'est une meilleure qualité de vie. C'est parfois des personnes qui, du coup, peuvent rentrer dans la vie active, etc. et donc participer à une vie sociale tout à fait normale. Dans d'autres cas, c'est très différent, mais dans certains cas, c'est comme ça que ça se passe, donc c'est crucial. Et de plus en plus, on va vers ce qu'on appelle une médecine personnalisée, qui dépend de notre patrimoine génétique, en grande partie. Et donc, la connaissance de ce patrimoine génétique est très importante dans le cadre de cette médecine personnalisée. Et l'archétype de la médecine personnalisée, c'est la maladie rare. Oui. Ça prouve bien que chacun peut développer une maladie et chacun est différent. C'est-à-dire que voilà, on est tous différents. Et ça, c'est très important parce que je reçois de nombreux médecins qui vont vers qui ont une autre vision de la médecine aujourd'hui, qui disent il faut absolument personnaliser la médecine. On est tous différents, notre code ADN le prouve, donc fatalement. Quand on injecte quelque chose à quelqu'un, ça marche pas forcément pour l'autre. En tout cas, il faut adapter ce que l'on injecte ou la médicamentation. Il y a quelque chose qui m'avait, il y a quelques années, on m'avait demandé, j'étais sur une radio de jeunes, et on m'avait demandé d'aller rendre visite à des enfants qui étaient sous bulle. Ça m'avait mis à terre, vous rentrez chez vous, vous êtes... Ce qui m'avait surtout... je me plaignais plus le lendemain. Je peux vous dire que quand vous voyez l'énergie de ces enfants, le courage de ces enfants, vous dites... il peut m'arriver n'importe quoi, ça va bien se passer. Et on a des enfants, effectivement, qui sont sous bulle, qui ne peuvent pas sortir parce qu'il n'y a pas de défense immunitaire, etc. Est-ce que, finalement, avec vos travaux, on peut améliorer ça aussi? Est-ce qu'on peut permettre à des gosses, finalement, de vivre au grand air? Est-ce qu'on a des résultats là-dessus? Le premier succès de la thérapie génique, c'est dans ces maladies, dans la maladie des bébés bulles. En fait, il y a plusieurs dizaines de maladies des bébés bulles, mais il y en a plusieurs qui font l'objet aujourd'hui de traitements par thérapie génique. La maladie des bébés bulles, c'est une anomalie génétique, une petite faute d'orthographe dans le patrimoine génétique qui fait que, effectivement, les cellules du sang, les globules blancs, qui sont là pour nous défendre contre les micro-organismes, contre les microbes qu'on respire, qu'on mange, mais aussi contre les tumeurs qu'on fabrique tous les jours, parce qu'on fabrique des cellules cancéreuses tous les jours, mais notre système immunitaire les élimine dans la plupart des cas. Mais ces enfants-là, eux, ils n'ont pas ces défenses. Un rhume peut les tuer. Ils ont une espérance de vie très courte. Le seul traitement, c'est la greffe de moelle osseuse. On essaye, à partir du moment où il y a des donneurs compatibles, donc il faut les avoir, on greffe de la moelle osseuse, parce que c'est là que se trouvent les cellules souches du sang d'un donneur sain, en général apparenté. Mais les greffes de moelle osseuse ne marchent pas toujours. Et là, la thérapie génique intervient. On prélève un peu de moelle osseuse chez les enfants, on les met dans une boîte de culture, et on les met en présence d'un produit de thérapie génique qui va délivrer le gène qui leur manque dans ces cellules. Ça va les corriger. Et une fois que ces cellules sont corrigées, on va les réinjecter chez les enfants par perfusion. Ça va circuler dans le sang, elles vont s'installer dans la moelle osseuse. Et puis au bout de quelques semaines, des globules blancs tout à fait fonctionnels vont être fabriqués par ces cellules qui ont été corrigées. Et au bout de quelques semaines, ces enfants peuvent sortir de leur bulle et commencer à mener une vie normale. Il y a plus d'une centaine d'enfants qui ont été traités par ce type de thérapeutique, avec un taux de succès qui est pas loin des 90%. Donc, bien supérieur d'ailleurs à la greffe de moelle osseuse, dont je disais qu'elle ne marche pas toujours. Donc ça, c'est un vrai succès. Le tout premier essai de thérapie génique au monde, il avait eu lieu dans une maladie des bébés bulles. Et les premiers résultats probants de la thérapie génique, c'est dans cette maladie-là qu'ils ont été obtenus.
Serge Brown, on fait un break. On se retrouve dans une poignée de secondes pour continuer à parler de tout cela. Fascinant, bien sûr, des travaux qui donnent de l'espoir. On parlera justement de où commence et où s'arrête l'espoir aujourd'hui et vers quoi vous tendez. Vous restez donc avec nous. Vous voulez réagir, vous avez comme d'habitude les réseaux sociaux. Vous avez le Facebook. Bob vous dit toute la vérité. Ou alors le Twitter. C'est hashtag. Il faut que je m'y fasse. Je suis un peu vieux. Hashtag BTLV. Certains ont voulu le faire taire. C'était mal le connaître. Tous les soirs sur BTLV entre 21h et minuit, Bob vous dit toute la vérité. Il y a quelques jours, je recevais Pascal G. Ça va vous intéresser, vous êtes entrepreneur, il parlait du RSI, qui est un organisme qui met à mal de nombreuses entreprises. Il faut savoir que l'année dernière, à peu près 450 chefs d'entreprise, de toutes petites entreprises, se sont donné la mort parce que surchargés par les charges sociales. Le RSI en est la cause, en tout cas une certaine cause. Il est revenu dessus, écoutez. Certains ont voulu le faire taire. C'était mal le connaître. Tous les soirs sur BTLV entre 21h et minuit, Bob vous dit toute la vérité. On dérange dans ce qu'on dit, on dérange dans ce qu'on fait. Nous, on n'est pas rachetable. On est des indépendants ou des anciens indépendants qui avons pris cher avec le RSI. Et on a décidé de leur mettre la carotte autant qu'ils nous l'ont mis à nous, quoi. Ça a été fait et conçu, à mon avis. Maintenant, j'en suis presque persuadé, après 4 ans. Et quand je vois la chape de plomb qui règne sur ce sujet du RSI, quand je vois comment la presse est bâillonnée, quand je vois comment nous, on se fait intimider sur le sujet, parce qu'on commence à aller un peu plus loin que ce que les autres ont l'habitude d'aller, on peut que imaginer et penser que c'est voulu. Ce système-là a été créé pour détruire les travailleurs indépendants. Nos cotisations sociales sont gérées par des entreprises privées. Qui dit entreprise privée dit prise de bénéfices. Et c'est un montage financier qui est complètement énorme, en fait. Quand on a donné 100 € au RSI, tout le monde prend sa petite part de commission et au final, nous, on n'a plus rien. Dans les dysfonctionnements du RSI, il y a des... Pascal, on a un vrai problème de téléphone, je suis désolé. Je pense que les RG sont en train de t'amuser, là. Ouais, peut-être. Bon, vous êtes sur écoute? Vous êtes écouté? Alors, on est sur écoute par les renseignements généraux, nos emails sont fliqués, nos réseaux sociaux sont fliqués. Donc ça va loin quand même. Et on sait qu'on est sur écoute, hein, ça on peut le prouver aussi, mais bon voilà, on dérange. Si vous pensez que les gouvernements nous mentent, si vous en avez assez que les riches soient plus riches et les pauvres plus pauvres, alors bienvenue sur BTLV. Souscrivez à l'offre 1 an et découvrez enfin toute la vérité. Rendez-vous sur bob-toutelavérité.fr. La vérité de mes invités, je vous le dis chaque soir, j'expose et vous disposez. L'important n'est pas de croire tout ce que l'on dit ici, c'est que ça résonne en vous et que vous puissiez vous faire votre propre vérité. Mais au moins, je vous donne une information. Pascal G, donc à réécouter en podcast. Serge Brown, on revient vers ces maladies génétiques. Vous êtes, je le rappelle, pour ceux qui viendraient de prendre l'émission en cours, directeur scientifique de la FM Téléthon dans 35 jours maintenant. C'est Garou qui sera le parrain cette année, je crois, du Téléthon. On a besoin de l'argent parce qu'on s'aperçoit que finalement, ce sont les malades, les donateurs, les parents, les familles qui font que aujourd'hui vous pouvez travailler et développer des processus qui permettent à des gens d'aller beaucoup mieux. J'avais reçu ici le docteur Laurent Alexandre, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui m'avait dit, je l'avais fait venir parce que bon, il est très comment dire, il est dans le show quand il fait des conférences. Moi, je l'avais fait venir parce que je l'avais vu chez TED, qui est, c'est une série de conférences, et à la fin de sa conférence, je dis, parmi vous, il y a des gens qui vont vivre 1000 ans. Alors bien sûr, je dis, viens, toi ici, il va falloir que tu me parles un peu. Voilà. Il était dans la provocation, mais en même temps, pas complètement. Parce que il me disait, aujourd'hui, on a la nanotechnologie qui permet, il me dit, si vous avez des enfants de 20 ans, on peut imaginer, s'il leur arrive rien, qu'ils vont vivre jusqu'à 120 ans. Mais à l'heure actuelle, et que dans 50 ans, comme il y aura déjà d'autres avancées médicales, on peut dire qu'ils vont vivre peut-être jusqu'à 200 ans. Quand vous travaillez sur la thérapie génique, on voit sur les cellules, etc. Est-ce que finalement, on s'est aperçu que pour le cancer, pour le sida, on retardait le vieillissement et du processus. Est-ce que finalement, on peut espérer aussi aller de mieux en mieux? Parce que l'important, c'est pas de mourir, c'est de mourir en bonne santé, presque. Vous voyez ce que je veux dire? C'est d'arriver un jour, on ferme nos yeux et on dit, bon, c'est fini maintenant. Est-ce qu'on peut arriver un jour avec votre travail là-dessus? Mais exactement, c'est un peu l'objectif, hein, c'est de mourir en meilleure santé. Oui, c'est ça le truc. Alors après, de dire 1000 ans, ça c'est une projection. Oui. Après, c'est très difficile parce qu'il y a des mécanismes. On sait que les cellules ont un programme de mort génétique. On appelle ça l'apoptose. Il y a une mort génétiquement programmée. Alors on peut essayer de la contrecarrer, c'est vrai. On commence à connaître les mécanismes. Je parlais de la progéria, c'est un autre mécanisme. Il y a un certain nombre de moyens
qui sont aujourd'hui en œuvre et qui font que les cellules vieillissent et meurent. Et on peut essayer de les contrecarrer. Après, de la vie 1000 ans, ça c'est une autre paire de manches. Mais ce qui est sûr, parce aujourd'hui c'est ce qui est à l'œuvre pour la progéria, ce qui est sûr, c'est que ces méthodes-là, qui sont en train d'être développées pour freiner le vieillissement, doivent permettre de vieillir mieux. Ça c'est déjà un point très important. Après, il y a beaucoup d'autres considérations qui rentrent en ligne de compte. Je ne sais pas si c'est très intéressant de vivre 1000 ans. Non, mais après, il y a de la philosophie. Enfin, voilà, c'est autre chose. On sait pas dans quel état. Oui, c'est ça. Et on ne sait pas si économiquement, on pourra supporter que les gens vivent 1000 ans. Donc ça, c'est encore autre chose, sachant qu'on est de plus en plus nombreux sur la planète. Mais en tout cas, on peut imaginer qu'on pourra vivre de plus en plus longtemps en bonne santé. Absolument. D'accord. Absolument, parce qu'on commence à savoir prévenir certaines maladies, on commence à contrecarrer certains des mécanismes du vieillissement. Et d'ailleurs, les maladies rares du vieillissement sont des modèles extraordinaires pour comprendre le vieillissement, parce que les mécanismes qui sont en œuvre dans ces maladies, on les retrouve chez nous. L'exemple de la progéria est très éloquent. Oui, parce que le vieillissement est un processus hallucinant. C'est-à-dire que j'imagine que tout chercheur se dit mais pourquoi finalement on a une jolie peau et puis on a une peau moins bonne et puis on vieillit et puis elle est fripée, etc. Quand on voit un vieillard aujourd'hui tout courbé, tout fripé et qu'on voit comment il était quand il avait 14 ans, on se dit mais quel est ce processus? J'imagine que vous, en tant que chercheur, ça vous... Mais avant la découverte du gène, la progéria, je me demandais comment on allait pouvoir aborder cette question. C'est ça. Et la découverte du gène, ça a été extraordinaire parce que ce mécanisme-là de l'accumulation de la protéine toxique qui s'appelle la progérine, c'est vraiment ça qui est lié au vieillissement. La quantité de progérine présente dans les cellules est un indicateur du vieillissement. Et elle perturbe le fonctionnement génétique de la cellule qui fait que tous ces processus qui sont là, même des processus de réparation des tissus, d'élasticité de la peau, etc., sont altérés. Et donc, oui, on commence à aborder, à comprendre ce qui se passe. Et à partir du moment où on commence à comprendre ce qui se passe, évidemment, on peut trouver des moyens pour essayer de, au moins, le freiner. Oui, c'est ça. Et après, effectivement, on rentre dans des questions philosophiques. Non, mais c'est pour Ghislaine qui veut être super belle à 70 ans alors qu'elle veut en paraître 20, c'est pas très intéressant. En revanche, pour quelqu'un qui souffre dans son vieillissement, c'est peut-être très intéressant de travailler là-dessus. Donc, encore une fois, c'est toujours pareil. Les maladies du cœur aujourd'hui, les maladies cardiovasculaires, est-ce que avec les travaux que vous menez, on peut avoir une amélioration aussi? Alors, il y a un certain nombre de travaux de différents ordres. Thérapie génique, greffe de cellules souches. Ça fait partie des approches thérapeutiques qui sont aujourd'hui à l'étude. Parce que dans certaines maladies rares, il y a des atteintes cardiovasculaires. Même dans certaines myopathies, elles souvent sont compliquées par des atteintes cardiaques et vasculaires. Et donc, il faut pouvoir les traiter. Soit on utilise des moyens qui existent déjà, soit on en invente d'autres. Et aujourd'hui, les innovations dans le domaine, c'est la thérapie génique. D'accord. Pour contrecarrer des mécanismes connus qui font que des cellules cardiaques vont mourir, notamment l'accumulation de calcium dans les cellules. C'est quelque chose dont on sait qu'il joue un rôle majeur dans la destruction à l'intérieur de la cellule. Donc il y a des moyens pour essayer de contrecarrer ça, y compris par thérapie génique. Et puis les greffes de cellules souches pour essayer, par exemple, de remplacer les cellules mortes du cœur qui, elles, ne se remplacent pas non plus. On va prendre des cellules qui ont la capacité de se retransformer en cellules cardiaques et on va les injecter dans la partie atteinte du cœur. Donc ça, c'est des choses qui sont en essai clinique en France et ailleurs d'ailleurs pour des maladies cardiovasculaires non génétiques en particulier. Donc là, ça nous concerne aussi tous. Vous diriez que j'ai beaucoup de médecins qui me disent que finalement, notre traitement, les traitements sont en nous. Est-ce que c'est en nous qu'on peut trouver finalement le bon traitement? Alors, c'est vrai dans le sens où c'est en comprenant notre fonctionnement qu'on trouve des thérapeutiques. Donc, c'est en lisant notre programme génétique qu'on trouve des clés pour traiter. C'est en nous que se trouvent des cellules souches qui cherchent à réparer. Quand on se coupe la peau, elle cicatrise parce qu'il y a des cellules souches qui sont là, qui vont rentrer en multiplication et qui vont reformer de la peau. Une déchirure musculaire, elle se répare aussi parce qu'il y a des cellules souches. Un foie se répare aussi. On peut supprimer 75% du foie, il va régénérer. Donc, oui, il y a des mécanismes de réparation en nous. Le cerveau, ces mécanismes sont très, très faibles. Et donc, une hémorragie cérébrale est quasiment irréversible, sauf qu'il y a toujours des cellules qui sont là pour essayer
se connecter mieux et remplacer celles qui sont parties. Et puis, il y a des cellules souches aussi. On commence à découvrir qu'effectivement, il y a des cellules souches dans le cerveau et que peut-être en trouvant les moyens de les réveiller davantage, de les stimuler, elles vont régénérer davantage le cerveau. Donc, oui, il y a des mécanismes de réparation en nous. Et de toute façon, un chercheur, il a peut-être de l'imagination, mais c'est d'abord un copieur. Il copie ce qui se passe dans la nature. Il essaie de comprendre la nature et à partir de là, il imagine des traitements. Donc, c'est en regardant en soi, effectivement, qu'on peut trouver des solutions. Il observe et il adapte, quoi, le chercheur. Oui. Vous dites que pour la première fois, la maladie régresse. On parle des maladies de myopathie. Alors, il y a plusieurs myopathies. Je ne savais pas. Moi, je pensais que quelqu'un était myopathe et voilà, c'était une maladie. Il y en a plusieurs. Et pour la première fois, vous dites que ça régresse. C'est-à-dire qu'il y a un vrai espoir de ce côté-là. Parce que c'est les gosses que l'on voit, bien sûr, au Téléthon qui déchirent le cœur. On se dit, parce que quand on est vieux, on se dit, bon, il vous arrive un truc, c'est un peu la vie. Mais quand vous avez un gamin de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, qui est dans un fauteuil roulant, qui a du mal à bouger, s'exprimer, etc., c'est juste dramatique, quoi. C'est inacceptable. Ben oui, on ne peut pas accepter ça. Qu'on soit parent ou pas, bien sûr, voilà. C'est tout simplement inacceptable. Et c'est ce refus de la fatalité qui a porté l'association et qui a poussé pour que le Téléthon débarque en France et à la sauce française. Parce qu'il faut juste, petit aparté, le Téléthon en France, c'est quelque chose qui a un succès plus grand qu'aux États-Unis. On est un pays 6 fois plus petit et on collecte 3 fois plus. Quoi. C'est extraordinaire. Mais on est un pays généreux, hein. On donne beaucoup. Hein. C'est vrai, les Français, quand il y a une cause et qu'elle leur parle, ils donnent, les Français. Même quand il y a la crise, ils donnent toujours. Absolument. Et c'est d'ailleurs souvent en période de crise que les gens se rassemblent. Hein, et le lien social créé par le Téléthon rassemble les gens. Voilà. Mais maintenant, pour répondre à la question sur les myopathies, oui, il y a plus de 300 myopathies, 300 maladies différentes, la plupart génétiques, pas toutes, mais la plupart. Certaines d'entre elles tuent avant l'âge d'1 an, plus de la moitié. La myopathie de Duchenne, qui est la maladie un peu symbolique du Téléthon, lorsque le Téléthon est arrivé, l'espérance de vie des enfants, c'était 15-16 ans, c'était l'adolescence. Aujourd'hui, parce qu'il y a une meilleure prise en charge, parce qu'il y a des traitements qui freinent l'évolution de la maladie, on a gagné 15 ans d'espérance de vie. On connaît même des Duchenne qui ont dépassé l'âge de 40 ans et qui sont chefs d'entreprise. Ils sont en fauteuil. Ils commencent à avoir une vie, quoi. Ils ont leur vie. Ils ont leur entreprise, c'est plutôt de l'informatique parce que physiquement c'est compatible, j'allais dire. Donc oui, il y en a qui on a gagné pour certaines de ces maladies, soit la guérison, carrément, pour certaines, oui. Soit une augmentation de l'espérance de vie. Et puis, il y a des thérapeutiques nouvelles qui arrivent, notamment la thérapie génique, qui a mis du temps à arriver à maturité pour ce type de maladie, parce qu'on sait délivrer des gènes dans les cellules, dans une petite quantité de cellules, mais les muscles, c'est la moitié de la masse de l'organisme, c'est énorme. Et trouver les moyens d'amener les gènes dans les muscles, ça a pris des années de développement. Aujourd'hui, on sait le faire. Et donc, il y a des essais qui se préparent pour des maladies terribles, des myopathies terribles, qui engagent la survie des enfants avant 1 an. Et on espère vraiment pouvoir les sauver avec cette thérapeutique. Il y a 1 mois et demi, j'ai reçu le papa du premier bébé éprouvette. On a fait une émission sur le transhumanisme. C'est-à-dire qu'il a eu très très peur. Il me dit, le transhumanisme, c'est aujourd'hui la médecine. Si elle est bien gérée, on peut en faire quelque chose de très très bien. On a toujours peur des gens qui prennent, on parlait du vieillissement et du retardement, des choses qu'on trouve en médecine pour en faire des transhumains, c'est-à-dire des super hommes, des super femmes, etc. J'en viens juste pour cette question, les espoirs et la prudence. Il faut être prudent quand on est sur de la thérapie génique, sur toutes vos recherches sur les cellules souches, parce qu'il y a toujours les bons et les mauvaises intentions, les bonnes et les mauvaises intentions. Toutes ces innovations ont besoin d'être encadrées. Et notamment la thérapie génique. Il y a d'ailleurs une règle qui est internationale. On peut corriger des cellules du corps, mais on peut corriger une personne malade, j'allais dire corriger le déficit biologique de la personne malade, mais pas sa descendance. D'accord. Donc, on ne doit pas modifier les cellules germinales, les spermatozoïdes et les ovules, qui vont servir à créer un bébé. Celles-là, on n'a pas le droit de les corriger. D'accord. Et donc, toutes ces recherches sont très, très encadrées. Les cellules souches, c'est pareil. Évidemment, il faut se prémunir des dérives. Après, il y a beaucoup de fantasmes. C'est ça.
Le super-homme, ça n'existe pas. La biologie est déjà suffisamment compliquée. Se dire qu'on peut corriger un caractère, c'est déjà très compliqué. Mais alors, ce qui caractérise un individu est d'une complexité énorme. C'est des milliers, des centaines de milliers de facteurs qui interviennent. Il y a l'environnement qui intervient. Il intervient autant que la génétique. Donc, se dire qu'en modifiant par-ci, par-là des gènes, on va créer des super personnes. Non, là, on est vraiment dans le domaine du fantasme. Mais c'est pas inutile de fantasmer. Oui, c'est ça. C'est peut-être de dire attention quand même. Exactement. Voilà. Donc, il faut que ces choses soient cadrées. Et à l'inverse, moi, je réponds à ceux qui... Parce qu'on prête toujours davantage l'attention aux oiseaux de mauvais augure, aux gens qui disent attention, il faut être très prudent. Il faut arrêter ça parce que c'est trop dangereux. À ce moment-là, on arrête tout parce que tout est dangereux. Évidemment, on prête davantage attention à ces personnes-là. L'essentiel, c'est que ces recherches-là soient bien cadrées, que les choses se fassent en toute transparence. Ça, c'est encore une autre paire de manches, mais il faut que ça se fasse comme ça. Et à ce moment-là, on peut se prémunir. Et ce qui compte, c'est ce qu'on appelle le rapport bénéfice-risque. Le bénéfice est tellement au-delà du risque qu'il faut continuer d'avancer. Si on avait écouté ces oiseaux de mauvais augure, Pasteur n'aurait jamais injecté son vaccin à ce petit Alsacien qui était atteint de la rage. Jamais les grandes innovations n'auraient été possibles. Les transfusions sanguines n'auraient pas été réalisées. Au début, on transfusait du sang, il y a bien longtemps. On ne connaissait pas encore les groupes sanguins. Donc ça devait faire. Eh bien oui, parce qu'on transfusait des sangs qui n'étaient pas compatibles et c'était dramatique. Il y a eu des morts et beaucoup. Ah oui, j'imagine bien. Et donc les oiseaux de mauvais augure disant il faut arrêter ça, c'est dangereux. Aujourd'hui, c'est des millions et des millions de gens qui sont sauvés tous les ans grâce à ça. C'est pareil pour la thérapie génique, ça arrive, ça sera pareil pour les cellules souches. Heureusement que les chercheurs sont obstinés et continuent de travailler parce que leur objectif, c'est quand même le bien commun. C'est ça qui est important. On a tous peur du docteur Frankenstein, quoi. C'est ça. Donc, qui va prendre et qui va faire quelqu'un. Le fantasme. Mais aujourd'hui, est-ce que vous me parliez, il y a une coalition mondiale, en tout cas, il y a une règle mondiale qui interdit de tout cela. Est-ce qu'elle est respectée partout? Est-ce qu'on n'a pas peur? Parce que ça aussi, c'est toujours un peu le fantasme de dire. Attendez, les Chinois, les Coréens, eux, on a du mal à déjà voir comment ça se passe dans leur rue. On imagine dans leur labo. Est-ce que on peut pas avoir des dérives de ce côté-là? On peut toujours avoir des dérives, c'est ça? On peut toujours fantasmer. Ouais, c'est ça, toujours fantasmer. Bon, les espoirs. Où est-ce jusqu'où on peut aller avec ça? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite finalement avec vos travaux. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que la découverte d'aujourd'hui va engendrer une autre découverte. C'est juste de l'argent qu'il faut en fait, c'est ça, pour avoir des gens qui bossent dessus, quoi. Il faut des moyens, il faut que les gens compétents travaillent ensemble. Il n'y a pas que l'argent, il y a aussi la capacité de faire travailler les gens. Se comprendre. Voilà, et à l'échelle internationale, parce que, et notamment pour les maladies rares, c'est pas des choses qu'on peut faire dans son coin. Et vous travaillez justement avec des étrangers, avec les Américains. Les Américains sont assez forts dans la recherche aussi. Alors, c'est vrai qu'on a. Ils font des sous, quoi. C'est aussi une image un petit peu. C'est un préjugé. C'est-à-dire que oui, évidemment, ils sont très bons, les Américains. Mais la plupart des labos aux États-Unis ont des jeunes postdocs étrangers qui viennent de tous les pays du monde. J'ai été un postdoc en Californie, moi, pendant quelques années. Et c'est eux qui font la richesse de ces laboratoires. Et pendant que nos cerveaux partent à l'étranger, eux, ils les font venir. Et c'est comme ça que la recherche progresse. Mais il ne faut pas penser, il ne faut pas restreindre l'innovation à un seul pays. L'Europe est un pays qui innove énormément. La France est un pays qui innove énormément, et notamment en biologie. Les cartes du génome, c'est en France qu'elles sont sorties. La thérapie génique, les grandes avancées thérapeutiques des dernières années, dans les maladies du sang, dans les maladies du cerveau, c'est le Téléthon, et c'est des laboratoires français qui les ont mis au point. Et ça avait relancé complètement la crédibilité de la thérapie génique, et du coup, beaucoup d'autres labos s'y sont mis. Donc, tout ça a fait boule de neige. Il faut pas rester modeste, c'est un fait. Mais on sait que la recherche coûte cher. Je disais tout à l'heure, un téléthon pour mettre au point un médicament, c'est une image, parce que parfois c'est beaucoup de télétons pour mettre au point un médicament, surtout quand c'est des médecines nouvelles, ça coûte beaucoup plus cher que ça. Mais c'est arrivé à faire travailler tout le monde. Et donc effectivement, on travaille avec des laboratoires en France, des laboratoires de l'INSERM, du CNRS, avec des biotech. Et on travaille avec des associations à l'étranger. On soutient aussi des labos à l'étranger qui souvent
travaille en réseau avec les labos français. C'est comme ça que la force de frappe est beaucoup plus importante. Il y a des capacités, des savoir-faire qu'on va trouver ici et là. Ouais. Il faut les mettre en commun. Mutualiser les choses, les forces, c'est bien. Exactement. Et c'est en mutualisant qu'on atteint la masse critique, sans nécessairement des moyens pharaoniques. Et c'est en faisant travailler les gens ensemble. Donc, il y a beaucoup de programmes aujourd'hui qui sont arrivés au stade des essais cliniques et aux portes de l'homologation en tant que médicament, parce que justement, il y a eu ce travail de coopération à l'échelle internationale. Il y a des réseaux européens qui se sont constitués et dans lesquels, évidemment, beaucoup des labos avec lesquels on travaille, y compris nos propres labos, parce qu'il faut aussi savoir que l'AFM Téléthon, c'est un institut qui s'appelle l'Institut des biothérapies des maladies rares. C'est 650 personnes qui sont spécialisées dans la thérapie génique, la thérapie cellulaire, dans l'étude du muscle et des maladies neuromusculaires, mais aussi des maladies rares. C'est une force de frappe qui est issue directement du Téléthon et qui s'arrêterait si le Téléthon s'arrêtait. Bien sûr. Et un institut de 650 personnes avec un tel niveau de compétence et même une usine de production, c'est quelque chose qu'on ne peut pas arrêter. C'est en marche. Il y a une trentaine d'essais cliniques dans 30 maladies différentes. C'est quelque chose qui doit pouvoir se poursuivre. Vous avez fait un lapsus, ou je ne sais pas s'il est volontaire ou pas, vous avez dit l'Europe est un pays. C'est vrai que pourquoi construire l'Europe si c'est pas pour avoir des moyens, justement, en tout cas, au lieu de faire de la guerre, mais de déclencher des choses comme ça. Est-ce que l'Europe donne des sous à l'AFM ? Alors non, l'Europe ne donne pas des sous à l'AFM. Par contre, l'Europe en donne pour plein de choses. Hein. Oui, ça c'est vrai. Elle donne des sous à des programmes de recherche. D'accord. Il y a des programmes européens. Justement, l'objectif, c'est de réunir des experts dans différents pays européens, y compris les associations. Ouais. Et donc, il y a des programmes qui sont tournés vers les maladies rares aujourd'hui, justement parce que c'est une source d'innovation qui est très importante. Ouais. Et donc, l'Europe apporte des moyens. Mais c'est des moyens qui ne vont pas couvrir et de très loin la totalité de ce qui est nécessaire pour faire avancer les recherches. C'est des moyens importants, c'est des millions d'euros. Mais encore une fois, au regard de ce qui est nécessaire pour mettre au point des médicaments, ça reste une goutte d'eau. Mais c'est très important en tant que déclencheur, en tant que catalyseur. Donc oui, l'Europe apporte des moyens, l'État apporte des moyens. Ouais. Oui, l'État vous donne quand même, apporte des moyens. Aujourd'hui, franchement, la recherche en France, elle est financée quand même, elle est aidée. Alors, l'État apporte des moyens, mais il s'y retrouve aussi très largement. C'est-à-dire que au travers des incitations fiscales pour le Téléthon, par exemple, puisque les dons sont défiscalisés. Mais les dons, les manifestations sur le terrain, quand vous achetez des crèves et des ballons, ça, c'est pas défiscalisé. C'est 45%. Voilà. Et il y a la TVA, exact. Oui, y compris pour les laboratoires de l'Institut des biothérapies, ce qui est un petit souci, parce que c'est quelque chose normalement qu'on devrait pouvoir récupérer, parce que l'État le récupère. Donc ce qui donne d'une main, il arrive quand même à le récupérer d'une autre. Et nous, l'argent collecté dans le Téléthon, il va être investi dans la recherche, donc il va retourner à des laboratoires, notamment de l'INSERM, du CNRS, du CEA, qui sont des organismes publics. Donc ça fait marcher la machine de toute façon. Ça fait marcher la machine. Il faut pas opposer les différents acteurs, il faut les réunir. Ça, c'est notre credo. Et donc on arrive petit à petit à se parler et à retrouver autour de la table l'État, les industriels, les associations. Et la place des associations, elle est cruciale parce qu'on ne peut pas suspecter un malade de chercher autre chose qu'à trouver des traitements pour sa maladie. Bien sûr. Donc, ça fait 10 ans que vous êtes à l'AFM, c'est ça à peu près. Qu'est-ce que vous avez envie de faire encore ? Parce que je vous sens dynamique à mort. Qu'est-ce que vous avez envie de voir progresser ? Qu'est-ce que vous aimeriez ? Quel est votre idéal en fait aujourd'hui ? J'ai vu, en fait, c'est une génération qui est passée dans un sens, puisque une génération, c'est 25-30 ans, le Téléthon, 27 ans. Donc on est, voilà. En une génération, j'ai vu le noir absolu. On connaissait un gène responsable d'une myopathie sur les 300 et une poignée de gènes responsables de maladies rares et personne vraiment s'y intéressait. Aujourd'hui, tout le monde commence à venir sur ce champ-là et je vois une dynamique qui se met en place. Je vois les premiers traitements qui sont sortis pour quelques maladies, d'autres qui sont aux portes d'être reconnus comme traitements, y compris des traitements innovants. Il faut aller beaucoup plus loin parce qu'il y a tellement de maladies, il y a tellement de mécanismes biologiques auxquels il faut pouvoir s'adresser que cette recherche, c'est un flot continu. Mais je vois une accélération. Et ça, c'est ce qui peut-être explique mon enthousiasme, c'est que oui, cette recherche, elle est en train vraiment de s'accélérer. Et moi, mon rêve, c'est qu'en France, pour revenir à notre
à l'échelle de notre petit pays, mais quand même plein de ressources. Il faut rester optimiste. Que la biologie occupe la place auquel elle a droit. Parce qu'elle est source d'innovation, elle est source de valeur. C'est quand même pas pour rien que parmi les géants de l'industrie pharmaceutique, on trouve des Français. C'est pas pour rien que parmi les prix Nobel de biologie et de médecine, on trouve des Français. C'est parce qu'il y a cette capacité-là. Et il faut lui donner les moyens de s'exprimer complètement. La recherche publique en France, c'est moins de 3% du PIB. C'est beaucoup trop faible au regard d'autres pays. On a les ressources humaines, il faut les moyens pour qu'elles puissent s'exprimer. On a les cerveaux, on a les ressources humaines, il faut juste un peu de considération, parce que si vous me dites qu'elle n'a pas la place qu'elle devrait avoir, ça veut dire que pourquoi d'abord elle n'a pas cette place-là, et est-ce qu'elle va l'avoir ? Parce que, je le disais tout à l'heure, il faudrait former nos énarques à la biologie. C'est compliqué. Même les sociétés, les investisseurs. Vous avez des investisseurs qui vont amener de l'argent dans les sociétés pour leur permettre de se développer. En France, il y a très peu de sociétés d'investissement dans les startups qui misent sur la biologie. Parce que c'est compliqué. C'est difficile à comprendre. Et puis, c'est long à développer. Voilà, et le retour sur investissement, il est plus tardif. Il est tardif. Il est tardif. Et donc, autant dans d'autres pays, comme notamment les États-Unis, ce qui peut expliquer aussi certaines choses, dans d'autres pays, comme les États-Unis, les investissements sont massifs. Mais parce qu'on sait que sur le moyen terme, ça paye. Et puis, ils font pas semblant, les Américains. Quand ils investissent, ils investissent. Oui. Et donc, je rêve de voir ça en France aussi. Parce que les ressources financières existent aussi. Il n'y a pas de raison. Et c'est créateur d'emplois. Enfin bref, on peut sortir toutes sortes d'arguments. L'Europe, aujourd'hui, on a le Téléthon, c'est une fois par an en France. On n'a jamais imaginé un Euroton, un truc à l'échelon européen, parce que effectivement, vos découvertes vont soigner un enfant en Allemagne, en Italie, aux États-Unis. Voilà, donc pourquoi pas imaginer ? On est en train de travailler sur une Europe. Pourquoi pas faire ça ? C'est possible ? Vous l'avez imaginé ? Quelqu'un l'a imaginé ou pas ? Ce qu'on a fait, c'est nous, notre sphère, c'est l'associatif. Et au niveau associatif, effectivement, on a des actions dans ce sens. C'est-à-dire qu'il y a des associations dans des pays, notamment en Europe, mais pas qu'en Europe, qui souhaitent lancer leur Téléthon. Et donc, qui sont venus nous voir et on a travaillé avec ces associations en leur partageant notre expérience. Bien sûr. Après, vous ne pouvez pas les multiplier à l'infini. Il faut multiplier les moyens de collecte, mais pas n'en utiliser qu'un, parce que mathématiquement, alors là, c'est mathématique, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Mais il y a des associations en Europe qui ont leur Téléthon. Il y a en Suisse alémanique, en Belgique, au Luxembourg, en Espagne, à Chypre. Il y a différents pays qui organisent leur Téléthon pour eux. Nous, c'est pas pour nous, c'est pour eux. Et puis ensuite, il y a des programmes de recherche qui sont menés avec eux. Alors j'imagine qu'il y a des publications. J'imagine que sur vos travaux, j'imagine que le Téléthon suisse, quand ils ont de l'argent, ils vont pas travailler sur des choses que vous avez déjà trouvées. J'imagine que vous vous concertez quand même. Oui. On ne dépense pas de l'argent deux fois pour la même chose, quoi. Bien entendu. D'abord, il y a un engagement qui est l'engagement de transparence. Il est à tous les niveaux. Il est sur le plan financier, mais il est aussi sur le plan des résultats, évidemment. Et la recherche, c'est par nature ce partage. Parce qu'un chercheur, pour être reconnu, il doit publier ses résultats. Pourquoi, avant le premier Téléthon, personne ne s'intéressait aux maladies génétiques? Parce qu'il fallait 10 ans pour trouver un gène. Or, un chercheur, il a besoin de publier. Donc, lorsque les travaux sont réalisés, il publie et c'est comme ça qu'il est reconnu par ses pairs. Et donc, par définition, les chercheurs communiquent. Ils sont en compétition. C'est de la compétition, de l'émulation, on peut l'appeler sous différentes formes. Mais du fait du fonctionnement même de la recherche, l'innovation se partage. Même le fait de déposer un brevet, c'est partagé parce que le brevet est publié. D'accord. Voilà. Okay. On va être obligé de se quitter. On arrive à 45 secondes de la fin de cet entretien. Le prochain Téléthon, donc, c'est les 5 et 6 octobre prochains. Décembre. Octobre, on est déjà en novembre bientôt. Brièvement, à chaque fois, c'est des centaines de gens aux quatre coins de la France qui se mobilisent. Hein. C'est 1 million de donateurs, c'est 5 millions de personnes dans la rue, c'est 200 000 bénévoles, 53 000 associations, 10 000 communes, c'est un vrai lien social. Vous les tenez au courant, tous ces gens-là, de les avancer? Ils viennent vous voir parfois, ils veulent, il y en a qui s'intéressent un peu à tout ça?
ils ont besoin de ça. Ouais. C'est pas qu'ils s'intéressent, ils en ont besoin. D'accord. C'est logique de dire à quoi sert oui. l'argent du Téléthon. Donc oui, on a toutes sortes de moyens pour ça. Alors je peux peut-être en parler, mais on est en train de préparer un ouvrage qui va résumer ça, qui va expliquer sous l'angle à la fois scientifique et humain toute cette histoire du Téléthon et à quoi ces résultats ont servi. Merci Serge Brown d'être venu ce soir nous parler de tout cela. Bon courage parce qu'il en faut, mais enfin vous en avez, hein, c'est-à-dire que vous n'en manquez pas. Et puis on sera devant notre télé donc les 5 et 6 décembre prochains avec Garou, l'homme à la grosse voix, qui sera votre parrain. À bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. BTLV, la seule radio pour ne plus jamais dire « je ne savais pas ». Rendez-vous sur bob-toutelavérité.fr.